Vous croyez vraiment que les ministres gouvernent la France? Ces gens-là, là? Macron, président des jeunes! Macron, président des jeunes! C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois, Combien? jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Myriam El Khomri? Un 3 CDD. fois? Vous Non, êtes certaine de non, ça? non. Ce que je Un veux CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon, un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD. Non. Ceux qui dirigent vraiment le pays, pour la plupart d'entre eux, ils passent pas à la télé. Au contraire, ils agissent dans l'ombre, ils manœuvrent en coulisses et ils prennent grand soin de ne pas attirer l'attention vers eux. C'est bien plus confortable. Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart, les appelle la caste. Vincent Jauvert, grand reporter, les appelle les voraces. Ils sont seulement quelques milliers, mais ils sont puissants, très puissants. Depuis la fin des années 70, ils ont pris le pouvoir. Ils écrivent les lois, ils dirigent les ministères, mais ils n'assument aucune responsabilité devant les citoyens, ni élus, ni connus. Pas vu, pas pris. Alors vous en connaissez quelques-uns qui ont franchi le Rubicon et se sont lancés en politique. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, François Hollande. Mais ça, c'est que la face émergée de l'iceberg. Leur point commun, ils sont tous hauts fonctionnaires. Oui, hauts fonctionnaires. Voilà des gens à qui on a confié les rênes du pays, à qui on a donné des privilèges extraordinaires, mais qui, plutôt que de servir l'État, ne se sont pas gênés pour se servir. La dette publique et la réforme des retraites, c'est eux. Les politiques d'austérité et les subventions au CAC 40, c'est encore eux. La désindustrialisation et la perte d'influence de la France dans le monde, c'est toujours eux. Et pourtant, ils continuent en toute impunité, car ils sont intouchables. La fin de l'abondance, nous a-t-on dit. Ouais, mais pas pour tout le monde apparemment. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors on va citer les noms, donner les chiffres et exposer les mécanismes de cet État dans l'État qui a organisé son propre enrichissement sur le dos de l'intérêt général. Préparez-vous à plonger dans l'univers de la cupidité, du conflit d'intérêts permanent et de la trahison d'un pays tout entier. Sur Praxis, on ne fait pas que constater, on agit. À la fin de cette vidéo, on vous propose des solutions. Mais pour les imposer, on a besoin de vous. Allez voter sur praxismedia.fr. C'est sécurisé et gratuit. Transformons notre colère en force politique et ensemble, reprenons le pouvoir. En principe, un haut fonctionnaire, c'est une personne à qui on donne un statut très privilégié parce qu'il nous fait une promesse. L'engagement de servir les intérêts de l'État et donc du peuple français. Mais depuis quelques années, la machine s'est déréglée. Et quand on regarde ce qui est devenu aujourd'hui le parcours type d'un haut fonctionnaire, on a de quoi se poser quelques questions. Recruté sur concours à l'ENA, devenu l'INSP, le futur haut fonctionnaire y fait ses armes. Il apprend à gérer une administration, il découvre les rouages du fonctionnement de l'État, mais il intègre surtout un réseau. Un réseau qu'il va entretenir tout au long de sa carrière parce que c'est ce réseau qui va lui permettre de monter les échelons, d'accumuler les privilèges et surtout qui va lui assurer une très grande protection. C'est aussi à l'ENA que notre haut fonctionnaire en devenir va être moulé dans une sorte de pensée unique. Avant les années 80, il existait différents courants de pensée au sein de la haute administration française. Mais depuis 40 ans, elle s'est convertie tout entière au néolibéralisme. Ouverture des marchés à la concurrence, privatisation des services publics, flexibilisation du marché du travail, voilà des idées qui sont devenues des dogmes indépassables. Il n'y a pas d'alternative. Et c'est avec ce corpus idéologique que notre jeune haut fonctionnaire, diplôme en poche, va rejoindre un grand corps de l'État, comme le Conseil d'État, la Cour des comptes ou l'inspection des finances. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. À 25 ans, il se retrouve propulsé à des postes stratégiques, sans aucune expérience professionnelle, avec une vision du monde préconçue et avec la certitude qu'il fait partie de l'élite de l'élite. Pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'avoir une classe dirigeante compétente, responsable et ouverte à la remise en question. Mais je peux me tromper. Pendant 10 ou 15 ans, le jeune haut fonctionnaire intègre les cabinets ministériels, la direction du Trésor ou d'autres administrations prestigieuses. Parmi ses missions principales, il est chargé d'assister l'action du gouvernement et de réguler les secteurs clés de l'économie. Les banques, les assurances, l'énergie, les télécoms. Il est donc en contact avec les plus grandes entreprises privées du pays et il est chargé de les contrôler. Et c'est là que vous avez un très gros problème. Depuis plus de 40 ans, une pratique s'est largement répandue dans la haute administration française, partir travailler dans le privé.
Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle le pantouflage. Et c'est grave. Parce que ça veut dire que dès l'origine, le haut fonctionnaire se retrouve en situation de conflit d'intérêts. D'un côté, il est censé servir l'État. Mais dans le même temps, il se constitue déjà un carnet d'adresses pour rejoindre plus tard une grande entreprise. Et donc, il n'a peut-être pas forcément envie de froisser un futur potentiel employeur. Mais là, on commence seulement à toucher le problème du bout des doigts. Vers 35-40 ans, le haut fonctionnaire qui a réussi à bien se placer part travailler dans le privé, pour une grande entreprise, une banque ou un cabinet de conseil. Lui, ça lui permet de multiplier son salaire et d'accumuler une certaine fortune. Mais pourquoi une grande entreprise s'intéresse-t-elle autant au profil d'un haut fonctionnaire? Parce qu'il lui vend son savoir-faire et les informations confidentielles auxquelles il a eu accès. Vous voulez contourner une loi? Ça peut être intéressant de recruter celui qui l'a écrite. Et puis, le haut fonctionnaire, il vend aussi son réseau. Il utilise ses anciens collègues restés au gouvernement ou dans l'administration pour obtenir des avantages pour son nouvel employeur. Au moins pour faire passer ses messages. Disons que ça fluidifie la communication, comme on dit. Mais le plus beau, c'est que pour autant, le haut fonctionnaire ne démissionne pas de la fonction publique. Pas besoin. Il se met en disponibilité. Ça veut dire que, ok, l'État ne lui verse plus de salaire, mais il peut redevenir fonctionnaire quand il veut. Et c'est souvent ce qu'il fait en fin de carrière d'ailleurs. Parce que vous allez voir, il n'y a pas de petites économies. Le fonctionnaire pantoufleur décide de revenir dans le giron de l'État. Pourquoi? Soit ça s'est mal passé dans le privé, donc il rentre au bercail, et l'État a l'obligation de le réintégrer. Soit, après avoir fait fortune, il veut du prestige. Diriger une grande institution publique, devenir gouverneur de la Banque de France par exemple. Mais c'est aussi pour la retraite que le haut fonctionnaire peut avoir intérêt à rétro-pantoufler. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fonctionnaire, votre retraite est calculée sur les 6 derniers mois de traitement que l'État vous a versés, c'est-à-dire le moment où votre rémunération est la plus élevée. Donc quand le haut fonctionnaire revient travailler dans le public pour la fin de sa carrière, ça lui permet d'augmenter ses droits à la retraite. Parce que l'État va lui payer toutes ces années passées en tant que jeune fonctionnaire sur la base de son salaire de fin de carrière. C'est ce qu'on appelle l'application rétroactive du dernier indice. Elle est pas belle la vie? Mais le plus fou dans tout ça, c'est que vous n'avez encore rien vu. On a juste effleuré la surface. Si vous regardez les grilles de salaires officielles, on pourrait croire que les hauts fonctionnaires consentent à une rémunération modeste vu leur niveau de qualification. Avec un salaire moyen avoisinant les 4 000 € bruts mensuels, on se dit que c'est plutôt raisonnable. On pourrait même se dire que, face aux sommes vertigineuses versées dans le secteur privé, c'est un sacrifice financier. Sauf que, il y a les salaires officiels et puis il y a les vrais salaires. Et comment vous dire, c'est pas 4 000 €. Lors de son enquête, le journaliste Vincent Jauvert a obtenu des documents confidentiels. Il révèle que certains hauts fonctionnaires gagnent en réalité plus de 20 000 € par mois. Et on ne parle pas de 3 ou 4 personnes très très haut placées. Ils sont plus de 150 à percevoir un traitement supérieur à celui du chef de l'État lui-même, c'est-à-dire plus de 16 000 € par mois. Comment ils font? Ils cumulent leur salaire de base avec des systèmes de primes au fonctionnement relativement obscurs. Primes de rendement, primes de fonction, indemnités de suggestion. Les modalités de calcul, on ne sait pas trop. Mais à l'arrivée, ça donne des salaires multipliés par 3, voire par 4. On pense que les primes sont cadrées, qu'elles sont connues, mais pas du tout. Essayez de leur demander comment sont créés, sont constitués les salaires de ces hauts fonctionnaires-là. Je doute fort qu'ils vous répondent, parce que tout cela est flou, tout cela est secret, tout cela ne supporte pas la lumière. Une autre technique pour gonfler les revenus, cumuler son traitement de haut fonctionnaire avec un mandat électif. Vous pouvez demander à Hervé Guémard, ancien ministre, qui a cumulé son indemnité de président du conseil départemental avec son salaire de haut fonctionnaire. 4 000 € en tant qu'élu et 7 500 € pour son travail. Enfin, son travail. Pendant 1 an et demi, il a perçu son salaire de haut fonctionnaire sans travailler. Mais c'est parce qu'il était en attente d'affectation. Oui, on ne vit pas tous la même vie. Et du coup, les hauts fonctionnaires, bizarrement, ils n'aiment pas trop qu'on parle de leur rémunération. Et ça tombe bien, parce que nous, les citoyens, on n'a pas le droit de savoir ce qu'ils gagnent. Même les journalistes d'ailleurs. S'ils demandent à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, la liste des hauts fonctionnaires les mieux payés, on leur oppose un non catégorique. Ce que dit la CADA, c'est que le salaire, c'est de la vie privée. Sauf que là, précisément, non, c'est de l'argent public. Ce qu'on voudrait connaître, c'est le coût de tel ou tel poste. Combien est payé le directeur de telle administration? Et ça,
c'est une information à laquelle tout citoyen devrait pouvoir avoir accès. Et c'est pas mon avis, hein, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. L'autre argument utilisé, il est audacieux. Il faudrait que les rémunérations élevées restent secrètes pour ne pas alimenter la montée du populisme et des extrêmes. Ah là là, si seulement les Français pouvaient comprendre que lorsqu'on est payé à rien faire parce qu'on est en attente d'affectation, mais c'est pour leur bien évidemment. En fait, cette opacité, elle est assez française, parce que les pays scandinaves ont une transparence totale. Et même au Royaume-Uni, ils publient régulièrement la liste des hauts fonctionnaires gagnant plus de 150 000 livres, avec les noms et les montants exacts. Ces pays sont-ils des dictatures populistes ? Ah, et puis, il y a les salaires, mais il y a aussi les petits bonus accessoires, les avantages en nature, les logements de fonction notamment, situés dans les quartiers les plus prestigieux de Paris. Hervé Guémard, par exemple. Oui, toujours le même Hervé Guémard. Bercy lui payait un appartement de 600 mètres carrés en plein cœur de Paris pour 14 500 € par mois. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il n'en avait même pas besoin. Il était déjà propriétaire d'un appartement de 200 mètres carrés boulevard Saint-Michel. Ah, pour certains, il n'y a pas de limite à l'indécence. En plus des logements de fonction, il y a aussi les voitures avec chauffeur, mises à disposition pour les déplacements professionnels, mais aussi personnels. Comme ça, ça permet aux conjoints et aux enfants aussi d'en profiter. Pourquoi se gêner ? Et pour ceux qui sont en roue libre, il y a carrément les remboursements de frais de taxi alors qu'ils ont déjà une voiture avec chauffeur. Et à ce jeu-là, la grande gagnante, c'est Agnès Salle, qui a cumulé 40 000 € de factures de taxi en l'espace de 10 mois, dont 6 000 € rien que pour son fils. Belle performance. Alors évidemment, là j'ai pris des cas extrêmes et bien sûr, ces personnes ont été condamnées en justice et ont perdu leur travail. Elles ont bien été licenciées, hein. Alors Hervé Guémard n'a subi aucune procédure judiciaire, ni aucune sanction professionnelle. Il a simplement remboursé l'équivalent de 3 ou 4 mois de loyer. Quant à Agnès Salle, elle a écopé d'une suspension de 6 mois, d'une peine de prison avec sursis de 3 mois, et elle a été condamnée à verser 10 000 € en amende et dommages et intérêts. C'est tout. Elle a pu reprendre sa carrière tout à fait normalement, en étant nommée quelques mois plus tard fonctionnaire à l'égalité et à la diversité auprès du ministère de la Culture. Le plus révélateur, ce sont ses déclarations lors du procès. L'épreuve est longue, l'épreuve est dure, l'épreuve est violente, elle est peut-être disproportionnée. J'ai commis une faute, oui, mais je l'ai reconnue, je l'ai assumée, je la paye très cher. J'aspire vraiment aujourd'hui à ce qu'on m'autorise à tourner la page et à clore ce chapitre. Ce que nous dit Madame Salle, c'est qu'elle se sent injustement sanctionnée. En tout cas, trop sanctionnée. Et c'est quand même fou, parce qu'au final, elle n'a même pas eu à rembourser les frais de taxi et elle a pu poursuivre sa carrière comme si de rien n'était. Ce que ça révèle, c'est que Madame Salle, elle a eu l'impression de payer pour tous les autres, parce que c'est un système généralisé et que d'habitude, personne n'est sanctionné. C'est l'impunité la plus totale qui règne. Et là, on met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Dans la vraie vie, quand on est incompétent ou qu'on commet une faute grave, on est licencié, on perd son travail. Mais dans la caste, le licenciement est rarissime. Quand un haut fonctionnaire devrait être sanctionné à la suite d'une gestion contestée ou d'une affaire judiciaire, il n'y a pas vraiment de conséquences. On temporise un peu, on fait semblant d'agiter le bâton, et à la fin, on lui retrouve une petite place bien au chaud. Et hop, affaire classée. Un autre exemple, Mireille Faugère, nommée à la tête de l'AP-HP en 2010. Elle arrive à négocier un salaire à 300 000 € par an. 3 ans plus tard, elle est écartée. Les syndicats évoquent des recours à des cabinets de conseil privés très chers et d'autres sources internes parlent aussi de gestion calamiteuse, de dérives, bref. On ne peut pas dire qu'elle ait vraiment réussi sa mission avec succès. Malgré tout, elle obtient 125 000 € d'indemnité de licenciement et elle est immédiatement nommée conseiller maître à la Cour des comptes par François Hollande. Nouveau salaire, 9 000 € net par mois. Comment voulez-vous que ces gens se sentent responsables de quoi que ce soit ? Quoi qu'il arrive, ils n'en subissent jamais aucune conséquence. Mais vous savez quoi ? On n'a même pas encore abordé le plus gros problème. Le pantouflage, c'est quand un haut fonctionnaire se met au service d'une grande entreprise privée. Ça pose, on l'a vu, un problème de conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être un jour le contrôleur d'une entreprise et le lendemain son salarié. Vous n'allez pas mordre la main qui vous nourrit. En tout cas, celle qui est susceptible de vous nourrir dans un avenir proche. Alors, sur le principe, ça paraît évident. Mais ce qui l'est moins, c'est de comprendre les implications gravissimes du pantouflage. Et pourtant, ces dernières années, on a eu des cas d'école. En fait, le pillage des hauts fonctionnaires, c'est pas seulement leur privilège digne de l'Ancien Régime,
c'est surtout la vente des bijoux de famille au CAC 40, voire aux multinationales étrangères. Parce qu'en courtisant le secteur privé pour obtenir des postes lucratifs, les hauts fonctionnaires peuvent être amenés à agir contre l'intérêt général qu'ils sont censés représenter. Prenons le cas de Hugues Bellay dans l'affaire Alstom. Inspecteur des finances, Hugues Bellay devient en 2014 conseiller des exportations du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Il se retrouve au cœur d'un dossier brûlant, la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain General Electric. Son rôle consiste à s'assurer que General Electric va respecter ses engagements et en particulier la promesse de créer 1000 emplois nets en France. Or, en 2017, il quitte le secteur public pour devenir lobbyiste en chef, puis directeur général de General Electric France. Et le plus dingue, c'est qu'au même moment, General Electric annonce la suppression de plus de 1000 postes à Belfort. Vous voyez le scandale ? Hugues Bellay était chargé de contrôler le maintien des 1000 emplois de General Electric, mais General Electric le recrute et supprime les 1000 emplois. Tout va bien. Alors ok, ils ont payé une amende, mais c'était dérisoire par rapport aux économies réalisées et aux préjudices causés. Les salariés de Belfort, eux, se sont fait avoir en beauté et ils en ont payé le prix. D'ailleurs, en 2019, l'association Anticor a déposé une plainte et le parquet national financier a ouvert une enquête pour prise illégale d'intérêt. L'enquête doit déterminer si Hugues Bellay, lorsqu'il était à Bercy, a favorisé indûment General Electric avant d'y être embauché. Mais ça fait 7 ans que dure l'enquête et aucune condamnation n'a été prononcée. Pourtant, les conséquences de la vente d'Alstom sont aujourd'hui bien connues. Perte de milliers d'emplois, perte de savoir-faire, perte de souveraineté nucléaire et militaire, et à l'arrivée, un fiasco financier puisqu'en 2024, l'État a demandé à EDF de racheter les activités nucléaires à General Electric pour 1,2 milliard d'euros. Mais ce qui a été définitivement perdu ne sera jamais retrouvé. Et des cas comme ça, on pourrait en citer à l'appel. En devenant lobbyiste ou consultant dans des cabinets de conseil, voire dirigeant de ces entreprises, les hauts fonctionnaires utilisent les armes que l'État leur a fournies au service d'intérêts privés. On a donc une confusion qui altère la confiance dans les institutions. Mais surtout, depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'entreprises françaises, fleurons industriels, qui ont été bradées à l'étranger sans que l'État n'oppose son veto. Alcatel, Technip, Safran, STX et d'autres. Et quand on retrouve certains hauts fonctionnaires à la tête de ces mêmes entreprises passées sous contrôle étranger, oui, on se pose quelques questions. On se demande s'il n'y a pas eu trahison. Est-ce que ces ventes ont vraiment été faites dans l'intérêt du pays ? Ça paraît pas toujours évident. En revanche, quand on voit les rémunérations qu'obtiennent les hauts fonctionnaires en pantouflant, là, l'intérêt, il est un peu plus clair. Et qu'on se comprenne bien, personne ne sera choqué d'apprendre que Bernard Arnault fait passer ses profits avant l'intérêt général. En revanche, on peut légitimement s'offusquer lorsque les dépositaires de l'autorité publique trahissent la nation pour servir leurs intérêts personnels. Et le pire dans l'histoire, c'est que si on reprend l'exemple de Hugues Bellay, il n'est pas du tout certain qu'il soit condamné judiciairement. Parce que si le conflit d'intérêts est incontestable en l'espèce, c'est autre chose de démontrer une prise illégale d'intérêt. Prenons le cas de François Pérolle par exemple. À l'époque, il est secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Et il y a un petit événement qui va se produire en 2008, la crise des subprimes. La tempête financière est tellement violente que l'État vient à la rescousse des banques. Et pour solidifier le secteur bancaire, on décide de fusionner les banques populaires et la caisse d'épargne. Ce qui va donner naissance à un nouveau géant bancaire, BPCE. Et c'est justement François Pérolle qui va superviser ce dossier pour l'État. Sauf que dès le lendemain de la fusion, on est en février 2009, il quitte l'Élysée pour prendre la présidence de BPCE. Autrement dit, il a cousu son propre costume. Ça pose quand même un problème. Et pour la justice, pas du tout. Il a été définitivement relaxé en 2017 du chef de prise illégale d'intérêt. La justice a estimé qu'il n'avait pas disposé du pouvoir de décision formelle sur le dossier de la fusion. En gros, c'est pas lui qui a signé les documents et il n'a eu qu'un rôle de conseil auprès du président de la République. Ouais. En fait, c'est tout le problème de la législation actuelle, qui est particulièrement floue et qui, de fait, autorise le pantouflage et donc laisse tout un tas de conflits d'intérêts prospérer. Et ça, au détriment de l'intérêt général. Dans les faits, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de contrôler le passage des hauts fonctionnaires dans le privé, autorise 93% des transferts. Maintenant, il faut se demander pourquoi ça continue. Pourquoi on ne met pas fin à toutes ces pratiques ? Généralement, on invoque deux raisons. La première, c'est la fuite des cerveaux.
L'argument, c'est de dire que si on ne donne pas autant de privilèges aux hauts fonctionnaires, ils vont partir travailler dans le privé. Bah, c'est déjà ce qu'ils font en fait, malgré tous les privilèges qu'on leur accorde. Donc peut-être que pour avoir des hauts fonctionnaires dévoués à leur mission, il faudrait recruter des gens qui ne sont pas attirés par l'appât du gain, mais par la volonté de servir leur pays. Ça s'appelle le supplément d'âme, et c'est peut-être ce qui nous manque actuellement. La deuxième raison, c'est la compétence. L'argument, c'est de dire qu'il faut laisser les hauts fonctionnaires se former aux méthodes du privé pour moderniser l'État. Sauf qu'on l'a vu, c'est tout le contraire qui se passe. Les hauts fonctionnaires utilisent les compétences et le réseau constitué pendant leurs années de service public au profit du secteur privé. Non, la réalité, c'est que tout ça, ce sont des prétextes. Si les pouvoirs successifs s'efforcent de légitimer le pantouflage, c'est parce que ces plus hauts représentants en sont eux-mêmes l'incarnation absolue. Diplômé de l'ENA, Macron est passé par l'inspection des finances, puis a intégré la banque Rothschild pour finalement devenir conseiller d'Élysée sous Hollande, puis ministre, puis vous connaissez la suite. Mais c'est pas le seul. Édouard Philippe aussi. À sa sortie de l'ENA en 1997, il commence sa carrière au Conseil d'État. 10 ans plus tard, il quitte la fonction publique pour devenir directeur des affaires publiques d'Areva. Et dès son départ de Matignon en 2020, il n'attend que 2 mois et demi avant de rejoindre le conseil d'administration d'Atos. Pourtant, l'État a passé de nombreux contrats avec Atos pendant qu'il était Premier ministre. C'est un véritable système qui s'est installé. Les hauts fonctionnaires font des allers-retours entre le secteur privé et le secteur public uniquement en fonction de leurs intérêts de carrière. Et tout ça sans jamais avoir à répondre de leurs actes, puisque quoi qu'il arrive, ils sont assurés de retrouver un poste généreusement rémunéré dans la fonction publique. Alors évidemment, ce système qui leur profite, ils y tiennent. Et comme ils ont le pouvoir, ils bloquent toute réforme qui remettrait un peu d'ordre dans tout ça. C'est pour ça que toutes les tentatives de régulation ont échoué. Ils se protègent entre eux et ils défendent leurs privilèges. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élites administratives, politiques et financières ne forment qu'un seul et même corps. Une caste qui maintient ses privilèges grâce à un système de solidarité, d'entraide et de cooptation. Sur le plan sociologique, la distinction entre la sphère privée et la sphère publique est fictive. Dans la pratique, les décideurs politiques, les hauts fonctionnaires et les patrons du CAC 40 viennent des mêmes familles, habitent les mêmes quartiers, fréquentent les mêmes écoles et se marient même entre eux. Les classes populaires et les classes moyennes, elles sont fragmentées. Mais les membres de la caste, eux, ils pratiquent le collectivisme. Ils s'entraident, ils se cooptent et ils font bloc pour maintenir leur domination. Alors comment on fait pour mettre un terme à tout ça ? Nous, on voit 3 pistes possibles. La première, c'est d'interdire purement et simplement la pratique du pantouflage. Pour être parfaitement clair, l'idée c'est de dire, si vous devenez haut fonctionnaire, vous travaillerez au service de l'État toute votre carrière. Et ça nous paraît normal, parce que vous bénéficiez de la garantie de l'emploi, de rémunération très confortable et de tout un tas d'avantages. Quand on pense aux professeurs, par exemple, généralement, ils exercent toute leur vie dans l'enseignement. Il n'y a pas un moment dans leur carrière où ils travaillent pour Total, BNP ou je ne sais quelle multinationale. Et pourtant, ils n'ont pas tout à fait le même statut ni les mêmes privilèges que les hauts fonctionnaires. Mais c'est vrai que souvent, ils ont le sens du service public. Alors bien sûr, si un haut fonctionnaire se découvre subitement une passion pour aller élever les chèvres dans le Larzac, on ne voudrait pas le priver de son bonheur. Il pourra le faire. Mais en revanche, il ne pourra jamais travailler pour une grande entreprise privée. Et pour ça, il suffit de fixer un seuil en fonction du chiffre d'affaires, par exemple. Mais l'interdiction, elle doit être totale et illimitée dans le temps. En gros, vous pouvez vous reconvertir pour aller bosser pour une petite entreprise, mais pas pour une grande. C'est simple et efficace. Et peut-être que c'est le meilleur moyen de repousser les profils les plus cupides et d'attirer les personnes qui ont vraiment envie de servir leur pays. L'argent ou la France ? Faudra choisir. La deuxième solution qu'on propose est très simple. Publier chaque année sur le site officiel du ministère des Comptes publics les 150 rémunérations les plus élevées dans la haute fonction publique. Évidemment, tout élément de rémunération confondu, pour que la grille des salaires soit enfin transparente, ce qui devrait être normal dans une démocratie. La troisième piste, c'est de revoir les conditions de sélection et de formation des hauts fonctionnaires. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de recruter des bêtes à concours sans aucune expérience et de leur dire dès le début, vous êtes les meilleurs des meilleurs ? Ça paraît pas évident. Nous, on pense plutôt qu'il faudrait sélectionner des personnes qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont sincèrement dévouées à leur pays. Mais soyons honnêtes, ça c'est pas un petit sujet qu'on peut traiter en 5 minutes. Ça demande de la réflexion, de consulter des experts et de prendre le temps. Si vous nous en donnez les moyens, on mènera cette réflexion.
Mais en attendant, ce qu'on vous propose, c'est de voter sur les 2 premières solutions. Dès aujourd'hui, grâce à Praxis, vous pouvez voter pour faire interdire le pantouflage des hauts fonctionnaires. Et dès la semaine prochaine, vous pourrez voter pour imposer la transparence des plus hautes rémunérations dans la fonction publique. Si on est suffisamment nombreux à voter, on pourra imposer notre volonté. Alors rendez-vous sur notre plateforme praxismedia.fr, le lien en commentaire est dans la description. Je vous rappelle que Praxis est un média indépendant qui dépend entièrement de vos contributions financières. Si vous pensez que notre travail est utile, abonnez-vous sur notre site pour faire vivre le projet. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, maintenant, on reprend la main.